Alexandria Ocasio-Cortez pourrait bien finir par devenir présidente des États-Unis. Cette jeune hispanique de 34 ans est élue députée américaine en 2019 et représente cette nouvelle gauche américaine qui veut davantage de justice sociale et d'égalité. On la connaît surtout grâce aux documentaires de Netflix, mais elle a également fait trembler les géants de ce monde par des questions assassines. Elle fut aussi remarquée pour sa beauté, à tel point que ce sujet est devenu un argument politique. AOC a notamment donné une interview au magazine féminin Vogue pour parler de sa skincare routine. Parfois, je choisis d'apparaître sans maquillage et parfois je veux me sentir glamour, alors je fais du glamour, dit-elle. En bref, son apparence devient un signe d'empowerment, d'indépendance. Son rouge à lèvres est synonyme de liberté. Le problème dans tout ça, c'est qu'on peut changer sa présentation. On peut choisir son maquillage, on peut choisir ses vêtements. Mais on ne peut pas changer notre physique sans passer par la case chirurgie. S'il y avait une hiérarchie des injustices, celle-ci serait probablement un cas d'école. Notre physique et notre essence, on doit faire avec. On pense notamment au cas d'Édouard Philippe, qui est victime de vitiligo et d'alopécie. Alors, il l'assume, mais il n'a pas vraiment d'autre choix. Certains s'inquiètent pour lui, puisque ceci pourrait lui coûter la course présidentielle française de 2027. Se pose donc une question centrale, mais oubliée. Faut-il être beau pour réussir en politique ? Les régimes totalitaires ont bien compris le rôle du physique. Il fallait glorifier le chef pour mener un véritable culte de la personnalité. Une personne, ce n'est pas juste ce qu'elle dit ou fait, c'est aussi son physique. Les affiches de ces régimes ont rendu les dictateurs plus beaux. On pense notamment à Staline qui faisait retoucher ses portraits à une époque où Photoshop n'existait même pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le physique dit quelque chose de notre comportement. Et c'est essentiel. L'effet de halo nous apprend que la première impression est centrale. Notre cerveau associe inconsciemment des comportements à des physiques. Aristote disait déjà en son temps que la beauté est un appui préférable à toutes les lettres de recommandation. Et finalement, on l'a intégré. Lors d'un entretien d'embauche, on va soigner son apparence. On va repasser notre chemise, les hommes vont se raser, les femmes vont coiffer leurs cheveux. On cherche à faire bonne impression. Ceux qui rentrent dans les canons de beauté ont un salaire plus important de 15 à 20% en moyenne. Jean-François Amadieu explique bien que les beaux sont jugés plus intelligents, plus ambitieux, plus chaleureux, plus sociables, plus équilibrés et moins agressifs. Être grand est associé à plus de réussite dans la vie. Et cela vient de loin. Les Grecs, par exemple, associaient beauté physique et morale. Alors bien sûr, on a vite fait de parler de beauté. D'abord, même s'il y a des consensus, elle est subjective. Ensuite, elle change selon les époques. Au XIXe siècle, on préférait les femmes fortes, alors qu'au début du XXIe siècle, les régimes amincissants se développent à vive allure. On observe que lorsque la production nationale était faible, on préférait les formes, et maintenant que l'on vit dans l'abondance, on préfère être mince. En bref, on valorise la difficulté. Quelques éléments sont toutefois quasiment universels, l'harmonie et la symétrie. Il devient donc hypocrite de penser que la beauté, et donc la laideur, n'influence pas le cours des choses politiques. Le professeur en sciences politiques François Ourmand explique dans son ouvrage Pouvoir et beauté les tenants et les aboutissants de cet effet. Il devient d'autant plus prégnant que nous avons désormais une multiplication des images dans la vie politique. La question de la beauté a été confortée par le poids des images dès les années 1950 et 1960 avec la télévision, puis avec les réseaux sociaux. Les médias ont contribué à amplifier ce règne des apparences. Le premier tournant vient avec le beau et viril John Fitzgerald Kennedy. Dans son débat avec Richard Nixon le 26 septembre 1960, le premier télévisé, on remarque une véritable différence de physique entre Nixon et Kennedy. Kennedy est bronzé et assuré. Nixon est cependant en difficulté physique puisqu'il sort d'une période d'hospitalisation, il est pâle, ayant refusé le maquillage, et mal rasé. Ce débat aurait été décisif dans la victoire de JFK et montre donc un certain rôle du physique en politique, puisque comme le dit Ourmand, il y a un préjugé qui subsiste, tout ce qui est beau est bon. Dans son ouvrage novateur, François Ourmand explique qu'en politique, la beauté exerce une discrimination invisible. Ceci est lié au fait que des éléments inconscients viennent nous pousser à choisir le candidat le plus beau. La grande différence historique, c'est qu'autrefois la beauté devait naître de la fonction. Elle était attribuée. Le dirigeant doit être beau. Aujourd'hui, elle devient un attribut. On devient dirigeant car on est beau. La différence est de taille car elle indique que la beauté peut jouer sur le processus électoral. On observe en effet de nombreuses personnalités politiques
dite belle, qui gagne les élections ces derniers temps. Bien sûr Emmanuel Macron en France, mais aussi Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, Sanna Marin en Finlande, Obama aux États-Unis, Giorgia Meloni en Italie, Rishi Sunak au Royaume-Uni, et ainsi de suite. Ce rôle semble d'autant plus important que nous vivons une montée en puissance de l'individualisme et que nos démocraties sont de plus en plus structurées sur la culture du paraître. Mais attention, il ne faut pas non plus être trop beau. Personne n'imaginerait Ken de Barbie être président de la République. L'excès de beauté inquiète, fait complexer, crée des jalousies. Et le stéréotype classique associe celle-ci à une forme de superficialité. Mais revenons à nos moutons. François Ourmand explique que lors de la campagne, les électeurs font face à une multiplicité de programmes. Il leur est difficile de faire le tri entre tous les projets. L'apparence d'un candidat peut faire office de raccourci pour effectuer un choix politique. Il ajoute que les différentes études qui ont été menées dans les années 70 montrent que les personnes qui répondent aux critères de beauté sont associées à des valeurs valorisées en politique, l'empathie, l'authenticité ou la sociabilité. Et son ouvrage s'est vu confirmé par de nombreuses études. En demandant aux sondés d'estimer le gagnant d'une circonscription lors des législatives de 2022 en France, des chercheurs américains se sont rendus compte qu'ils obtenaient 72% de bons résultats avec l'unique aide de photographie. En 2016, des chercheurs finlandais ont quantifié entre 14 et 16% de voix supplémentaires pour les candidats qui pouvaient être qualifiés de beaux par rapport à un opposant moyen. Et ça, les politiques l'ont bien intégré. On pense notamment au fulgurant régime de François Hollande en 2012 et aux diverses méthodes de Nicolas Sarkozy en 2007 pour paraître plus grand. En fait, Sarkozy, selon Ourmand, c'est un alliage entre une taille élevée pour marquer la stature et la sveltesse couplée à la jeunesse qui incarne la vitalité et le dynamisme. Une masculinité mascarade, pour reprendre les termes d'Elsa Dorlin et de Catherine Achin en 2008. Zemmour, lui, a revêtu des lunettes pendant sa campagne pour adoucir son visage. Macron porte des costumes à 500 € pour montrer qu'il est comme tout le monde. Pour résumer, selon Ourmand, la tyrannie de la beauté qui sévit dans les sociétés occidentales depuis des décennies n'épargne plus aujourd'hui le camp politique. L'homo politicus est devenu homo aestheticus, un entrepreneur désireux de plaire et de séduire. Les femmes, toutefois, vivent un véritable calvaire entre une double injonction. Être belle, car il le faut quand on prétend aux grandes fonctions, mais pas trop quand même, car comprenez bien, une belle femme ne peut être intelligente. Le corps des femmes est scruté quand la question de la beauté des hommes reste tabou. Il y eut bien sûr l'odieuse une de Voici qui titrait « Sexy Sego », les commentaires déplacés à l'Assemblée nationale pour une robe à fleurs. C'est finalement un écart entre la féminisation de la politique et les mentalités qui se jouent lorsque Ségolène Royal, NKM, Rachida Dati ou Fleur Pellerin arrivent aux responsabilités. Vous avez une coiffure hollywoodienne. Ouais, monsieur Tréhard, je vous fais pas de commentaires sur votre Pas de coiffure. commentaire là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi ça m'intéresse pas. Plusieurs réactions et stratégies ont pu exister. Par exemple, Angela Merkel a fait le choix de l'androgynie pour lutter contre une éventuelle sexualisation de son corps. La situation est d'autant plus complexe pour les femmes politiques que si la règle du costume coupe court à toute extravagance pour les hommes, les femmes n'ont pas de tenue prédéfinie, ce qui peut les exposer à différentes critiques. Encore, en 2024, il ne fait pas bon d'être une femme en politique. Vous l'aurez compris, qui que vous soyez, quel que soit votre niveau en politique, votre inconscient vous joue des tours. Vous êtes influencé par le physique de celui qui se présente à l'élection. Et c'est logique, vous choisissez votre représentant, vous voulez quelqu'un qui a belle allure. La question va évidemment se poser pour Édouard Philippe qui voudrait se présenter en 2027. A-t-il le physique de ses idées ? En tout cas, ce phénomène tabou devrait bénéficier à ceux qui rentrent dans les canons de la beauté. Gabriel Attal, Marion Maréchal, Jordan Bardella, Maud Bréjon, etc., etc. Mais ça, seul l'avenir nous le dira.